Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Gilles Ferréol. Le 21 juin 2017, le cabinet VAE Les Deux Rives et le laboratoire C3S organisaient à Paris, dans le prolongement d'une réflexion commune menée l'année précédente, un colloque pluridisciplinaire réunissant praticiens, usagers et enseignants-chercheurs autour de la thématique de la validation des acquis d'expérience. Une douzaine de communications, réécrites par leurs auteurs suite à de nombreux échanges avec la salle, sont ici présentées et regroupées en deux grandes parties. La première porte sur l'accompagnement et l'apprentissage. Maryse Bournel-Bosson et Sandrine Hardy-Massard, tout d'abord, entendent questionner dans une perspective développementale et en ayant recours à la méthode de l'instruction au sosie, la logique ou l'exigence de subjectivation, laquelle renvoie à la puissance inventive engagée dans le travail vivant, afin d'explorer davantage sa propre activité à travers tous les impensés, tous les dilemmes, tous les choix opérés et les options non retenues qui la constituent. Jean-Yves Cauzé et Alex Lenné, de leur côté, s'interrogent sur les transformations ou les métamorphoses identitaires ainsi que sur les processus de co-construction, en coude à coude, ou de co-remaniement, triangulation de ressources réglementaires, financières ou matérielles, qui leur sont associées en prenant appui sur des socialisations de type relationnel ou biographique visant le plus souvent une quête de reconnaissance. L'écoute, l'empathie ou la sollicitude, poursuit Christine Gamba-Nazika, s'avèrent essentielles, notamment dans le cadre des écoles de la deuxième chance, car elles s'inscrivent dans un espace transitionnel, reposant sur le soutien et la bienveillance, et allant de pair avec des pédagogies plus adéquates et une individualisation des pratiques. Il convient dès lors, comme le souligne Geneviève Dambuyan-Varny, de redéfinir l'offre de formation et de mieux articuler les sphères pédagogiques, scientifiques et professionnelles, pour intégrer les spécificités des publics en charge et les réalités de terrain des intervenants. Pour les demandeurs d'emploi, fait observer Abdul Karim Komi, la VAE offre des opportunités ou plus précisément, des ponts ou des passerelles entre le passé et l'avenir, l'individuel et le collectif, la proximité et la distanciation critique. La satisfaction des candidats accompagnés dépend plus fondamentalement de l'étroite imbrication de facteurs cognitifs et émotionnels. D'un côté, les attentes, les perceptions et les attributions, de l'autre, les sentiments ou les affects. Il peut s'agir de combler un manque, d'enclencher la réalisation d'un projet ou d'élargir le champ des possibles. Les témoignages recueillis mentionnent la nécessité d'un contrat de confiance, basé sur la capacité à appréhender les contraintes du métier, à tirer parti des échecs et à dialoguer. François Brion. Gagner en estime de soi est aussi fréquemment évoqué, de même que le renforcement de ses connaissances et l'acquisition de nouvelles compétences, sans oublier les besoins d'accomplissement ou d'appartenance. Christelle Pouget, le partage ou la motivation. Régis Mérard. La notion d'engagement. Jennifer Fronduti, couplée à celle de persévérance. Mathieu Clairotte, ou de mobilisation. Christophe Julot, enrichit la discussion. Après ces éléments de problématisation, l'accent est mis sur les partenariats et les collaborations entre les différentes parties prenantes, aux stratégies et aux modes de fonctionnement parfois très éloignés. Selon les acteurs concernés, législateurs, entreprises, consultants, informateurs, certificateurs, organismes paritaires, point relais, l'émergence ou la consolidation d'une culture de proxémie peut se résumer à une simple consultation ou prendre des formes plus élaborées, de la coordination à la cogestion par exemple. Les catégorisations proposées par Abdul Karim Komi sont à cet égard très instructives et nous renseignent sur les indicateurs de réussite ou les risques de conflit ou de désaccord. Les working rules qui prévalent traduisent des agencements ou des régulations susceptibles d'être remis en cause en fonction des contextes et des enjeux. Le cas de l'université, étudié par Isabelle Huot, illustre bien ces tensions et nous invite à reconsidérer les registres d'action, en particulier leurs composantes pragmatiques. Brigitte Haynes, quant à elle, se focalise sur les conditions d'obtention de 2 diplômes supérieurs de l'intervention sociale, le DEIS et le DESGEPS. Face au défi de la complexité territoriale, l'heure est à présent au décloisonnement et à la mutualisation, aux démarches participatives ou délibératives, à la négociation et à la médiation. À ce titre, les approches en termes de capacité ou d'empowerment, même si elles sont loin de faire consensus, méritent attention. L'analyse par Jean-Baptiste Roy,
de l'évolution du CCAS de Besançon va dans ce sens et met à l'honneur la transversalité et le croisement des regards. Chaque pays, conclut Emmanuel Sauvage, a ses singularités et les enquêtes dont on dispose à l'échelle européenne montrent bien, dans la lignée des travaux pionniers de Philippe Diribarne, la prégnance des systèmes de valeurs, de ce qui est, ou non, légitime ou acceptable eu égard à la défense et à la promotion des titres, des statuts ou des aptitudes. À travers l'élaboration puis l'évaluation des dossiers VAE, les contacts qui se nouent, les réseaux qui se constituent, les synergies qui se mettent en place ne se comprennent qu'à l'aune de dynamiques transactionnelles et interactives au sein desquelles le retour sur les parcours et l'élaboration de projets requièrent un questionnement sur soi, sur notre rapport à l'autre et notre environnement. Première partie, accompagnement et apprentissage. Chapitre 1. Que signifie être riche de son expérience? Maryse Bournelbosson, Sandrine HardymAssard. La notion d'expérience est apparue au milieu du XXe siècle dans le domaine de la formation des adultes associée au principe suivant. Pour former les adultes, champ de pratique naissant, il est important, voire incontournable, de partir du fait qu'ils possèdent une expérience sur laquelle on prend appui pour développer de nouveaux apprentissages. Les adultes, écrit Dominicé, cité par Mayonne et Mailleux, 2003 page 15, suivent en principe des démarches d'apprentissage au cours desquelles les connaissances transmises sont mises en rapport avec la diversité des acquisitions et de leur parcours de vie. Le postulat n'a fait qu'aller crescendo au point d'accorder à l'expérience ou plus exactement à ses acquis, une pleine valeur. Nous en voulons pour preuve le dispositif de validation des acquis de l'expérience, VAE, au centre de cet ouvrage, dont le principe fondateur fait valoir que l'activité de travail est productrice de connaissances et de compétences. Pour autant, elle ne l'est pas ipso facto, de nombreuses conditions sont à réunir pour que les situations de travail soient source de développement pour les sujets, pour que ceux-ci puissent avoir leurs expériences à leur disposition. Nous nous proposons d'étudier quelques-unes de ces conditions nous référant aux théories de l'activité, Dujarier et al., 2016, Barbier et Durand 2017. Plus exactement, la réflexion est ancrée dans le champ de recherche de la clinique de l'activité, Clos, 1999. Elle est accompagnée d'une attention aux méthodes, et repose également sur un travail empirique avec le souci d'un éclairage mutuel. 1. L'expérience, une perspective développementale. L'expérience est classiquement appréhendée comme une somme de savoir mais aussi de capacités et de compétences acquises par la pratique, dans des registres tout autant cognitifs que sociaux. Opérationnalité et socialisation professionnelle lui sont liées. Il y a ainsi une remise en cause de la suprématie des savoirs académiques acquis notamment en formation initiale sur la pratique, en donnant à cette dernière le caractère éprouvé du savoir. Plusieurs points de vigilance sont à introduire. Tout d'abord, il s'agit, bien évidemment, de ne pas opposer formation initiale et expérience, l'expérience professionnelle pouvant être appréhendée comme une aptitude à développer de nouvelles combinaisons de savoir, Carte et Toutain, 1998, page 143, tout en étant attentif à ne pas idéaliser le caractère formateur des situations de travail, Pro et Magnier 2003. Ensuite, la formation initiale peut en partie déterminer le potentiel de l'expérience de travail. Elle peut ou non créer les conditions de construction de l'expérience, Mayonne et Mailleux, 2003 page 39. Enfin, il y a une distinction importante à introduire entre expérience et pratique. L'expérience est basée sur une pratique mais elle n'est pas la pratique elle-même. Elle suppose des processus spécifiques de construction à partir de la pratique pour advenir. À travers la question « Que signifie être riche de son expérience ?», on interroge la distinction classique entre deux conceptions de l'expérience, celle qui l'appréhende comme un produit, avoir de l'expérience, et celle qui la saisit comme un processus, faire l'expérience de, en ayant en tête que l'une est intrinsèquement liée à l'autre. En tant que produit constitué, l'expérience est aussi ce qui est à prendre en compte, parfois à reconnaître et valider, mais également à transformer, ibidem page 23. Les produits de l'expérience relèvent de ce qu'on appelle communément les savoirs expérientiels. L'expérience en tant que processus a été largement décrite par John Dewey en son temps, Dewey, 2011, et dans son domaine, l'apprentissage, en soulignant la double dimension, sociale et subjective.
L'expérience est la mise en relation de sens que la personne établit entre son action et les conséquences de son action sur le monde, conséquences comprises comme telles pour la personne. Toujours pour Dewey, elle emprunte aux expériences antérieures et modifie la qualité des expériences ultérieures. On retrouve cette distinction entre produit et processus dans la démarche de VAE. Le produit est ce qui est validé. Le processus, quant à lui, s'observe à l'écoute des propos tenus sur leur activité de travail par les candidats lorsque la démarche est terminée. Ils disent fréquemment qu'ils ne la regardent plus de la même façon, que leur rapport à celle-ci est modifié. Encore faut-il, pour que l'expérience s'inscrive dans un processus développemental, que les conditions soient réunies pour aller au-delà du déjà pensé, déjà dit. Cela renvoie d'une certaine façon à la logique ou encore à l'exigence de subjectivation, décrite par François Dubay, 1994, lorsqu'il définit le concept d'expérience sociale. Les individus ne suivent plus un chemin tout tracé, ils doivent construire par eux-mêmes leur trajectoire de vie, se construire une identité qui est plus assignée en articulant différentes logiques. L'expérience est une manière de construire le rapport au réel, mais elle exige une distanciation avec soi-même, et toute situation vécue ne fait pas spontanément expérience. Grasset et Rose, 2000 page 8. Si l'expérience n'est pas immédiatement disponible, cela invite à réfléchir à ses modes de fabrication et nécessite de prendre appui sur une conceptualisation développementale de l'activité. Prendre le point de vue de l'activité, c'est adopter une perspective qui place en son centre l'agir créatif. La puissance inventive engagée dans le travail vivant, Dujarrier et al., 2016 page 226, toujours orientée vers autrui. On rejoint ainsi la conceptualisation formalisée en clinique de l'activité. L'activité est simultanément conçue comme étant dirigée par la conduite du sujet, au travers de l'objet de la tâche et vers les autres. Clos 1999 page 98. Ces derniers constituent des destinataires de l'activité constamment présents dans le rapport à l'objet du sujet, de même que le rapport aux autres ne s'entend que fondé sur un objet partagé. Les relations entre les trois pôles sont médiées par un ensemble d'instruments sociaux, culturels ou techniques, au premier rang desquels se trouve le langage. À cela, ajoutons que le sujet est aussi le destinataire de son activité tant il met en jeu dans son activité la construction de sa propre subjectivité, L'Huillier 2016 page 138. Développer son activité, c'est lui faire traverser différents contextes, c'est lui trouver de nouveaux objets et de nouveaux destinataires pour qu'elle acquiert l'épaisseur de l'expérience. Pour autant, cela ne va pas de soi que l'expérience acquise soit disponible pour le sujet. Accéder à l'expérience, la récupérer, pour reprendre l'expression du psychologue italien Audone dont il va être question dans la suite de ce texte, pose de redoutables problèmes méthodologiques. Nous en voulons pour preuve la distinction importante dans le cadre de la VAE à laquelle nous sensibilisons les candidats en début de démarche entre expérience et acquis de l'expérience. 2. RE accent aigu CUPERER l'expérience, la méthode de l'instruction au sosie. Intéressons-nous à présent à cette question de comment avoir son expérience à sa disposition à partir d'une méthode spécifique développée en psychologie du travail, la méthode dite d'instruction au sosie. Après avoir rappelé les conditions socio-historiques de conception de la méthode, nous étudierons ses modalités de mise en œuvre tout en ne perdant pas de vue ses finalités. La méthode a été imaginée et expérimentée dans les années 1970 en Italie dans les usines Fiat de Turin et a fait l'objet d'un ouvrage récemment réédité, Audone et al., 2015. Le psychologue du travail en poste dans ces usines, un dénommé Audone et son équipe ont contribué à mettre en place, avec des délégués ouvriers, un important dispositif de formation offrant un maillage entre l'université et la Fiat sous la forme d'une communauté scientifique élargie, liant médecins, psychologues, étudiants, assistants sociaux et ouvriers. Le souci d'Audone était de permettre aux ouvriers de récupérer l'expérience, pour garder la main sur les situations, de fabriquer un système d'information endogène du milieu. Les séances entre les ouvriers et les psychologues du travail deviennent une occasion d'expérimenter une autre manière de faire de la psychologie du travail, c'est-à-dire un positionnement qui n'est pas en surplomb, qui ne fait pas du psychologue un prescripteur de bonnes pratiques. Mais revenons à Audone et à ses constats et préoccupations.
À l'écoute des ouvriers, lui et ses collègues font le constat d'une part que leur champ d'intérêt au travail est vaste, très vaste, qu'il va largement au-delà du rapport traditionnel de l'homme à sa machine ou de l'homme à sa tâche. Ibidem page 88, et d'autre part que l'accès à l'activité ne peut pas être direct parce que l'activité du sujet lui échappe. Ce qui était transmis, sous forme de récits d'histoires individuelles, reflétait un comportement idéal. Ibidem page 88. L'expérience informelle ne pouvait être appréhendée. C'était un modèle théorique de comportement que l'on voyait émerger progressivement, alors que ce qui nous intéressait, c'était le comportement réel des individus dans une situation donnée, leur modèle pratique. En fait, nous avons eu l'impression que cette façon de se situer ressemblait fort à celle d'un étudiant passant d'un examen, ou à celle d'un sujet à qui l'on demande de caractériser son comportement, en particulier professionnel. Dans la très grande majorité des cas, le sujet adopte alors une attitude qui le pousse à embellir sa conduite de façon à en accroître la conformité au modèle dominant. Autrement dit, le modèle optimal de comportement défini par des règles abstraites, modèle théorique, a plus de poids que le modèle lié à la réalité. Ainsi se perd pour une large part l'expérience informelle. Et O'Donnell de poursuivre, nous sommes convaincus que cet aspect des choses dépend en fait du modèle plus général de suggestion-dépendance du non-spécialiste face au spécialiste et que si on n'élimine pas cet obstacle, il est toujours difficile pour le psychologue de recueillir des comportements réels. C'est alors qu'O'Donnell et ses pairs ont l'idée de concevoir une méthode originale de transmission de l'expérience. L'instruction à un sosie, is, partant du constat que le face-à-face avec le réel rend celui-ci opaque. Cette méthode est dite indirecte car elle est basée sur la constitution de traces à partir desquelles l'analyse pourra ensuite se déployer. Le psychologue du travail, ou toute autre personne ayant la fonction d'être le sosie, formule ainsi la consigne aux professionnels expérimentés: suppose que je sois ton sosie et que demain je te remplace sur ton lieu de travail. Dis-moi précisément ce que je dois faire pour que personne ne s'aperçoive de la substitution. Est ainsi élaboré un système de simulation permettant de donner des informations à un moi auxiliaire, un sosie dont la fonction est d'être instruit par celui qui possède l'expérience. L'obstacle méthodologique qui consiste à ne pas embellir les situations, à ne pas en faire un récit mais à offrir à l'expérience des modes de développement, est contourné par cette méthode. La méthode a été reprise depuis une quinzaine d'années dans la formation des psychologues du travail au CNAM. Les auditeurs font l'expérience pour eux-mêmes de la méthode. Celle-ci est aussi mobilisée dans les interventions en milieu professionnel pour contribuer à la revitalisation des collectifs. Bournel-Bosson, 2010. On va chercher, par l'instruction au sosie, à simplifier et complexifier pour les sujets l'analyse qu'ils peuvent produire de leur activité. La simplifier par la proposition d'une consigne qui facilite l'énonciation et la complexifier par les effets de surprise contenus potentiellement dans l'exercice et parce que le sosie, par son questionnement très précis, contraint le professionnel à rentrer dans le détail de son activité. La méthode obéit à certaines règles d'usage. Les sujets qui s'engagent dans le dispositif doivent en avoir compris les fondements et en accepter les modalités de réalisation. Elle s'applique préférentiellement dans le contexte du groupe de pairs ou collègues d'un même service, mais pas uniquement. Nous verrons ci-dessous qu'elle peut être mobilisée dans des cadres différents. Le sosie n'est pas, normalement, un pair des instructeurs. Il n'exerce pas le même métier et il n'est pas un collègue de travail. Le risque dans la connaissance préalable des personnes ou de l'activité est de conduire l'instructeur à parler à demi-mot, son interlocuteur étant supposé savoir comment ça se passe dans le boulot. On privilégie dans le questionnement le comment, plutôt que le pourquoi. Ce choix vise à permettre au sujet interrogé par le sosie de décrire son activité de façon telle qu'il puisse plonger verbalement dans les modalités de son action, sans trop se préoccuper de les justifier. Scheller, 2001, page 164. La méthode s'organise selon plusieurs étapes faisant l'objet de différentes séances ayant chacune une fonction bien définie. La transmission, la transcription par l'instructeur et la production de commentaires, la reprise dans différents cadres. Examinons successivement chacune d'entre elles. Le point de départ de la transmission est souvent constitué par les modalités concrètes d'arrivée sur le lieu de travail. La suite est un enchaînement de questions-réponses sur les différentes activités que le professionnel réalise habituellement.
Le questionnement investigue non seulement le rapport aux différentes tâches du sujet dans sa dimension singulière mais aussi le rapport aux autres, les relations avec les collègues et la hiérarchie. Il repose sur le concept du triangle de l'activité dirigée, Clos, 1999, pp 99 à 106, et propose d'appréhender l'activité comme un conflit, un lieu de tension entre les trois pôles que sont l'objet, la tâche, les autres concernés par le même objet et le sujet. Le questionnement du sosie est très précis, il ne sait pas et il doit savoir. Il lui faut un accès à l'action vécue. La transmission, en se centrant sur le réalisé, l'enchaînement des modalités opératoires, n'en convoque pas moins le non réalisé, les autres possibles et donc la dimension subjective dans le rapport à l'activité. Les choix opérés, les options non retenues reviennent sur le devant de la scène. L'objectif, comme le précise Livia Scheller, 2001 page 162, est non pas de raconter son histoire de travail, mais les manières subjectives par lesquelles chacun adapte le travail prescrit à la réalité. La description se déroule à la deuxième personne du singulier. Tu penses à prendre le courrier dans ton casier avant d'aller à ton bureau, pour faciliter la projection dans la situation. Le narrateur s'éloigne ainsi du jeu autobiographique et s'engage dans cette activité de transmission à autrui de son activité. L'instruction au sosie est enregistrée sur le mode audio. À la suite de celle-ci, les pairs du groupe d'analyse, s'ils sont présents, sont invités à poser des questions visant à poursuivre certaines dimensions de la transmission. La personne qui a livré son activité part avec l'enregistrement, et il lui est demandé de transcrire autant que possible l'instruction et d'en produire un commentaire. Celui-ci est repris dans la séance suivante, en groupe ou non. Des consignes sont données pour réaliser cette tâche. Un premier niveau d'écoute flottante où l'étonnement est souvent au rendez-vous, il est peu fréquent de s'écouter soi-même, et un second tourné davantage vers l'analyse qui repose sur la trame suivante. Quel rapport au travail, la tâche, les autres? Quel conflit entre le prescrit, le réalisé et le réel? Quelles issues à ces conflits? Quelles autres issues possibles? L'écoute et la transcription de l'enregistrement placent le sujet dans une situation où le familier et l'étrange cohabitent. C'est lui et ce n'est pas lui, ou dit autrement, on observe le processus de soi-même comme un autre, pour reprendre le titre d'un livre de Ricoeur. Ce dédoublement de posture enclenche un processus réflexif qui interroge ses manières de faire, interrogation pouvant être potentiellement associée à de nouvelles manières de penser son activité et de transformation dans le réel de celle-ci. On constate souvent des écarts entre la transmission très descriptive qui va se centrer sur des détails, ce qui donne parfois à l'exercice un aspect laborieux, et les commentaires que les personnes en font ensuite lorsqu'elles écoutent l'enregistrement. À partir de l'écoute de sa description, des étonnements surgissent. Je me suis dit mais ce n'est pas possible, je me suis rendu compte. Ces écarts jouent une fonction de révélateur de l'activité que le face-à-face sujet réel empêchait d'appréhender. L'activité d'écriture occupe une place particulière et tout à fait centrale dans le processus en tant qu'elle constitue une voie de passage entre le langage intérieur et le langage pour autrui, une suture, pour reprendre le concept développé à ce sujet par Jean Pétard, 1995, page 35. La dernière étape consiste en une reprise des commentaires avec différents interlocuteurs, le sosie, les pairs si un groupe est constitué, et a comme fonction la poursuite du processus réflexif. Le dialogue intérieur de l'instructeur est transformé en dialogue pour et avec autrui, Bournel-Bosson 2006. Liberté est laissée à chacun de partager avec ses pairs, présents ou absents, ou ses interlocuteurs les éléments qu'il juge intéressants de l'analyse conduite seule. L'expérience montre que les dialogues qui s'instaurent à cette étape ne laissent pas en l'état l'analyse conduite dans la phase de transcription. Les variantes et même parfois les différences entre les diverses manières de concevoir l'activité viennent alors nourrir les débats sur le travail dont les métiers et les sujets qui les exercent manquent souvent cruellement. 3. L'expérience d'une formatrice en soins infirmiers. Nous voudrions, à présent, éclairer les éléments ci-dessus énoncés par une situation récente où nous avons été sollicités en tant qu'universitaires par une formatrice de l'IFMS, Institut de formation au métier de la santé. Sa demande était la suivante. Riche de 40 années d'expérience et au seuil d'une transition importante, départ à la retraite, elle souhaitait trouver des moyens de rendre compte de son activité. Plus spécifiquement,
Elle cherchait à formaliser, dans une visée de transmission et de débat avec ses pairs, les ressources acquises pour favoriser la professionnalisation des étudiants en soins infirmiers. Un projet institutionnel était en cours quant à la formalisation de leur activité par l'équipe pédagogique. Pour cela, d'autres universitaires proposaient aux formateurs des séances de travail collectif alternées de temps d'écriture. Mais Madame D disait être insatisfaite de ce travail pour différentes raisons qui l'ont motivée à solliciter d'autres interlocuteurs. Madame D a vécu la mise en application de plusieurs programmes de formation, et peut aisément expliquer oralement, mais aussi par écrit, les lignes de fond qui ont structuré et motivé son engagement dans son activité de formatrice. Développer des compétences chez les élèves en soins infirmiers facilitant l'identification des réactions humaines chez les patients et permettant l'acquisition d'un jugement et raisonnement clinique. Plus précisément, comment former ces élèves pour qu'ils appréhendent les patients autrement que sous l'angle d'un organe malade. Madame D retrace les principales évolutions dans le métier, en mettant en avant que des progrès considérables ont été réalisés du point de vue des procédures, des techniques et outils, mais que pour autant ce qui relève du jugement clinique n'a pas fait l'objet d'une évolution importante. Elle pense qu'il y a un manque plus global ou plus profond, qui relèverait d'une absence de constitution des savoirs infirmiers en discipline liée notamment à la difficulté pour les professionnels de rendre visible ce qu'ils mobilisent dans le faire. Pour autant elle-même dit aussi qu'il n'est pas évident de mettre des mots sur son activité d'autant plus que c'est de l'automatisme, ça ne demande pas d'effort. Nous avons organisé 5 temps de travail avec Madame D de novembre 2016 à juin 2017, pour l'accompagner dans son projet de transmission-valorisation-formalisation de son expérience, scandé par la réalisation de 2 instructions au SOSI. En accord avec elle, cette instruction a été mobilisée sur 2 objets de transmission différents. Le premier concernait un temps ordinaire de son activité qui consiste à formaliser, dans un document informatique prévu à cet effet, ses dernières visites de stage d'étudiants de l'IFSI sur le terrain. Le second portait sur l'activité de formation des élèves infirmiers, au jugement clinique. Nous ne sommes pas ici dans une mobilisation de la méthode au niveau d'un groupe, mais autrui, nous le verrons, n'est jamais loin. Madame D a verbalisé quelques éléments généraux soit à la suite directe de la transmission, soit après écoute de l'enregistrement audio associé à des commentaires. Difficile de s'écouter, d'entendre sa voix, de se reconnaître. L'exercice permet non sans difficulté de mettre des mots sur ce qui relève de certains automatismes. On est contraint d'expliquer le raisonnement qui accompagne l'agir. En ce qui concerne la 2e instruction, elle formule ainsi le retour sur la transmission. Je pensais être dans une banale activité de rédaction, des notes prises pendant les visites de stage, mais en écoutant l'enregistrement, je me suis rendu compte que cette activité était pensée et réfléchie alors que lorsque je la fais au quotidien, je crois que je recopie bêtement mais en fait, il y a une élaboration, une construction. Dans la transcription de mes notes, je me remets dans la situation, je me concentre. Les questionnements du SOSI m'obligent à être précise, à revenir sur des détails, des évidences. J'ai réalisé que j'avais une capacité à cibler les informations importantes à transcrire. Mais la question que je me suis posée est la suivante. Où sont les savoirs là-dedans dans cette pratique de rédaction ? Après en avoir discuté avec vous, je découvre que je suis dans les savoirs sur l'évaluation formative. Ce travail de transcription de mes notes de visite de stage permet de situer là où doit être l'étudiant, et là où il en est au moment de la visite. Cette activité de formalisation, de ces notes prises lors des visites de stage, qu'elle qualifiait initialement de banale lorsqu'elle est reprise dans le cadre de l'instruction au SOSI, permet à Madame D d'identifier tout autant l'activité de pensée qui y est associée que les savoirs qu'elle mobilise pour sa réalisation, savoirs dont on a vu précédemment qu'ils constituent pour elle un objet de préoccupation important. Elle prend conscience également des enjeux associés à cette tâche, à savoir la validation ou non du stage de l'étudiant. Par ailleurs, bien que l'I se soit déroulée en l'absence d'un groupe de pairs, elle s'adresse dans les différentes étapes de sa mise en œuvre à de nombreux destinataires, les chercheuses, les étudiants, les tuteurs professionnels, l'équipe de direction de l'IFSI et bien évidemment elle-même. Pour la seconde instruction portant sur la formation des étudiants au jugement clinique, Madame D transmet au SOSI la méthodologie utilisée avec les étudiants,
basée sur des situations emblématiques rencontrées sur leur lieu de stage. Il s'agit, dit-elle, de développer une capacité d'analyse de la situation par rapport à des besoins qui sont perturbés chez le patient et de produire un diagnostic en utilisant les savoirs à disposition, savoirs qui relèvent aussi bien du champ des sciences humaines que du champ médical proprement dit. Pour autant, on se situe dans une activité qu'elle ne réalise plus et il lui a été plus difficile de la transmettre que la précédente. Cela se manifeste par sa difficulté à utiliser le tu dans la verbalisation. Dans le temps de travail suivant cette instruction, elle a éprouvé le besoin de reprendre par écrit ce qu'elle avait, selon elle, imparfaitement transmis au sosie. La difficulté de la seconde instruction vient attester de la nécessité de ce continuum au niveau de l'élaboration de l'expérience, en l'occurrence regarder le passé par rapport à la double temporalité du présent, celui de la transmission, et du futur, celui d'une projection dans une activité en devenir. Avec Madame D, il a été convenu qu'elle propose à ses collègues formateurs un temps collectif de travail autour de son expérience d'élaboration de son expérience. Elle pense que cela pourrait conduire à explorer avec eux différentes pistes pour développer leur métier, comme par exemple, revisiter les modalités de participation des professionnels dans la formation en soins infirmiers. Ayant pu elle-même faire l'expérience non seulement d'identifier pour partie les savoirs mobilisés dans l'agir quotidien mais aussi d'être dans une posture d'observatrice par rapport à sa propre activité, cela lui donne des idées pour enclencher le même processus chez d'autres professionnels. 4. Faire de l'expérience une richesse. Nous souhaitons ici revenir sur les conditions qui font de l'expérience une richesse. Tout d'abord, soulignons que la demande initiale de cette activité d'élaboration exprimée par Madame D autour de l'expérience provient d'une insatisfaction à être entendue, d'aucuns diraient reconnue, dans la singularité de son parcours, dans son activité propre. Plus exactement, il s'agissait pour elle de pouvoir continuer à contribuer à développer son activité, celle de ses collègues et au-delà, le métier de formateur en soins infirmiers. Plutôt que de retourner contre elle ou autrui cet empêchement, Madame D décide alors de trouver d'autres situations, d'autres destinataires. Bakhtin 1984, pour parvenir à conserver la vitalité de son activité, pour continuer à s'expliquer et à débattre. S'il semble évident que le langage est au cœur du processus développemental dans le retour sur son expérience, encore faut-il en préciser les modalités. La conscientisation de ce que l'expérience recèle comme acquis mais aussi comme renoncement, dilemme, réussite ou échec, mobilise le langage en tant qu'il offre des possibilités de réalisation de la pensée. Vygotsky 1997, dans un mouvement de va-et-vient entre le dialogue avec soi-même et le dialogue avec autrui. Au sujet de la prise de conscience, Vygotsky la conceptualise ainsi. Ce qui émerge à la conscience, du fait même qu'il est mis en parole et échangé dans le langage, n'appartient plus seulement à l'individu. C'est ainsi qu'il lui revient comme un objet externe, plus ou moins transformé par sa mise en discours, par les significations qui l'ont enrichi à travers les échanges, le processus de prise de conscience et d'interaction avec les autres et soi-même. Mayonne et Mailleux, 2003 page 27. C'est exactement le cheminement parcouru par Madame D. Transmettre à un sosie son activité, la contrainte à la concentration pour être claire et précise, pour être comprise de l'autre. S'écouter, transmettre, la confronter non seulement à ce qu'elle a dit, mais aussi à tout ce qu'elle n'a pas dit, ou à ce qu'elle aurait pu dire différemment. Enfin, revenir sur ses commentaires pour poursuivre le dialogue à favoriser le développement du processus dialogique ainsi engagé, permettant de poursuivre la prise de conscience par exemple en identifiant les savoirs mobilisés dans son action. C'est ainsi que l'expérience devient un matériau pour un usage conscient et orienté vers d'autres objets et destinataires. On ne voit l'expérience que lorsqu'elle change de statut, quand elle devient le moyen de vivre d'autres expériences. La transmettre, c'est la transformer, c'est la rendre disponible pour une autre histoire que celle dont elle est issue. Clos 2015 page 26. Pour Madame D, c'est l'avoir à sa disposition pour poursuivre le dialogue avec ses pairs et au-delà, avec le surdestinataire, Bakhtin 1984, que représente le métier. Nous souhaiterions en conclusion revenir sur les éléments ci-dessus identifiés en lien avec la validation des acquis de l'expérience
et notamment sur cette conceptualisation qui vise à appréhender simultanément l'expérience en tant que produit et comme processus. Dans la VAE, il ne s'agit pas pour le candidat de mettre à plat son expérience, ni de prendre de la distance vis-à-vis d'elle, selon des formulations largement répandues, ni encore de l'investir simplement d'une valeur d'usage en communiquant à son sujet, en trouvant les mots pour en rendre compte. Il s'agit bien davantage d'explorer son activité à travers tous les impensés, tous les dilemmes, tous les choix opérés et les options non retenues qui la constituent, et d'en faire ainsi une ressource pour vivre la nouvelle expérience de la formalisation et de la validation. En dialoguant avec un accompagnateur ou encore avec les membres du jury, les candidats dialoguent tout à la fois avec leurs interlocuteurs mais aussi avec eux-mêmes et d'une certaine façon, avec toutes celles et tous ceux qui sont du même métier qu'eux. Donc être riche de son expérience dans le cadre de la VAE mais aussi au-delà, c'est l'avoir à sa disposition pour en vivre d'autres. C'est faire l'expérience d'une nouvelle activité où l'expérience antérieure est la source et la ressource pour parvenir à faire ce qui doit l'être dans la situation présente. Enfin, nous voudrions conclure sur la nécessité de ne pas oublier que là comme ailleurs, la richesse n'est pas accent égalitairement répartie et que faire de son expérience une ressource nécessite que les conditions matérielles, pratiques, méthodologiques, sociales et économiques soient mises à la disposition de tous. Références bibliographiques. Bakhtin Mikhail 1984, Esthétique de la création verbale, Trad FR, Paris Gallimard, première édition en russe 1975. Barbier Jean-Marie et Durand Marc, sous la dire de 2017. Encyclopédie d'analyse des activités, Paris PUF. BOURNELBOSSON Maryse, 2006. Analyse de l'activité et mouvement dialogique dans le cadre de l'instruction au SOSI. Pratique psychologique, volume 12, numéro 1, mars, pp 31-43. BOURNELBOSSON Maryse 2010. Analyse du travail et revitalisation du collectif, Inclos Yves et l'huilier Dominique sous la dire de Agir en clinique du travail, Toulouse, RS, pp 225-236. Carte Benoît et Toutain Marie-Hélène, 1998. La production de l'adaptabilité, les modalités de construction de l'expérience professionnelle, Instankiewicz François, sous la dire de Travail, compétences et adaptabilité, Paris L'Harmattan, pp 137-157. Cloyve, 1999, La fonction psychologique du travail, Paris PUF. Cloyve 2015, De Maillot à Odonne, L'instruction au SOSI, In Oddone Ivar Re Alessandra et Brillante Gianni sous la dire de Redécouvrir l'expérience du travail, Paris Édition sociale, pp 7-39. Dewey John, 2011, Démocratie et éducation. Suivi de Expérience et éducation, Trad FR, Paris Armand Collin, première édition en anglais 1938. Dubé François, 1994, Sociologie de l'expérience, Paris Seuil. Dujarrier Marie-Anne, Godard Corinne, Gilléane et Lenel Pierre sous la dire de 2016, L'activité en théorie. Regard croisé sur le travail, Toulouse, Octares. Grasseur Benoît et Rose José, 2000. L'expérience professionnelle, son acquisition et ses liens à la formation, Formation-emploi, numéro 71, juillet-septembre, pp 5-19. LHUILIER Dominique 2016. L'activité dans et au-delà du monde du travail, Dujarrier Marie-Anne Godard Corinne, Gilléane et Lenel Pierre sous la dire de L'activité en théorie, Opsite, pp 131-158. Mayonne Patrick et Mailleux Catherine 2003. Expérience et formation Savoir, volume 1, numéro 1, janvier-avril, pp 15-53. ODDONE Ivar Re Alessandra et Brillante Gianni sous la dire de 2015, Redécouvrir l'expérience, Opsite. PEYTARD Jean, 1995, Mireille Bakhtin. Dialogisme et analyse du discours, Paris Bertrand Lacoste. Pro Bernard et Magnier Jacqueline 2003. Analyse du travail et formation. Le cas de la prise de notes chez les accompagnateurs en validation des acquis. Orientation scolaire et professionnelle, numéro 32, juillet en ligne. Scheller Livia 2001. L'élaboration de l'expérience du travail. La méthode des instructions au SOSI dans le cadre d'une formation universitaire. Éducation permanente, numéro 146, premier trimestre, pp 161-174. Vygotsky-Lev, 1997,
Pensée et langage, Trad FR, Paris, La Dispute, première édition en russe 1934. Chapitre 2. Apports et risques identitaires dans l'accompagnement en VAE. Jean-Yves Cauzé, Alex Lenné. Par rapport au système économique, dont les règles et les hiérarchies se répètent, comme toujours, dans les institutions scientifiques, essayons de perruquer. Sur le terrain de la recherche scientifique, qui définit l'ordre actuel du savoir, avec ses machines et grâce à ses restes, on peut détourner le temps dû à l'institution, fabriquer des objets textuels qui signifient un art et des solidarités, jouer ce jeu de l'échange gratuit, même s'il est pénalisé par des patrons et des collègues quand ils ne se contentent pas de fermer les yeux, inventer les tracés de connivence et de tours de main, répondre par des cadeaux à des dons, subvertir ainsi la loi qui dans L', usine scientifique, met le travail au service de la machine et d'une même logique, annihile progressivement l'exigence de créer et l'obligation de donner. De Certeau, 1990, page 48. Cette proposition de Michel de Certeau répond aux nombreuses critiques formulées à l'encontre de ce qu'il faut bien appeler une expérience se faisant savoir. Lenné, 2006, en indiquant certains chemins de traverse du côté de ceux qui instruisent les dossiers et suivent les candidats à l'obtention d'une VAE. Nos expériences respectives d'accompagnateurs de candidats à la VAE nous permettent d'analyser et de tenter de rendre compte de ce qui peut s'y jouer en termes de transformation ou de métamorphose identitaire. Nous aimerions, à cette occasion, dédier notre texte à Karine qui a pu surmonter l'an dernier le décès de son seul enfant, en partie au moins à travers ce travail de reconstruction personnelle inhérente à un parcours VAE abouti. Ce que Michel Foucault nommait la subjectivation, concernant notre capacité à se faire l'artisan ou l'auteur de son devenir, s'inscrit dans cette perspective. Jean-François Baird rappelle à ce propos que ce processus permet de montrer comment le sujet de la pratique peut être déterminé tout en restant néanmoins agissant. Baird, 2011, page 96. Pour l'évoquer plus simplement, la créativité et la liberté se gagnent dans un dépassement de certaines contraintes. Or, cette expérimentation d'une forme de dépassement peut difficilement se faire sans un accompagnement ne laissant personne indemne car l'accompagnateur n'y échappe pas, même si ce sont les candidats qui feront présentement davantage l'objet de notre attention. Nous tenterons dès lors de démontrer que le processus de préparation accompagné d'un dossier de demande de validation est, d'une part, un engagement impliquant la mise au travail d'une, voire de plusieurs identifications professionnelles, et d'autre part, un processus de co-construction ou encore de co-remaniement identitaire des sujets impliqués dans ce qui s'apparente à un voyage parfois aventureux et souvent insécurisant. C'est bien ce travail de métamorphose, ne laissant aucun candidat indemne, qui fera l'objet de notre démonstration. 1. Quelques éléments de définition. La singularité d'un cheminement. A. Définition des concepts d'identité, d'identification et de sujet. Traiter du rôle joué par l'identité dans tout processus de subjectivation, pouvant advenir en VAE, demande de nous appuyer sur sa dimension relationnelle, réflexive et émotionnelle. En suivant la proposition émise par Florence Just des Prairies selon laquelle l'identité se soutient d'une cohérence dont le référent se trouve au cœur du sujet, Just des Prairies, 1996, page 65, il importe d'en donner une définition qui ne saurait être absolue ou définitive. J'appelle sujet la construction de l'individu ou du groupe, comme acteur, par l'association de sa liberté affirmée et de son expérience vécue, assumée et accent aigu interprété. Le sujet est l'effort de transformation d'une situation vécue en action libre. Il introduit de la liberté dans ce qui apparaît d'abord comme des déterminants sociaux et un héritage culturel. Touraine, 1994, pp 23 à 24. Devenir sujet et le rester n'a en fait rien d'automatique, Viviorca, 2008, et il semble impossible de l'être totalement, Dubay, 2009. Quant à la notion d'identité, le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas irénique. Bien qu'elle soit très utilisée et pour partie, en raison de cette utilisation, elle ne fait pas l'objet d'une définition unanimement acceptée. Elle reste source de débats parfois polémiques, de Gaulle Jacques, 2009.
Certains sociologues reconnaissent difficilement la légitimité de son utilisation dans le champ des sciences de l'homme et de la société, en privilégiant plutôt la notion de rôle ou encore celle d'identification, Maffezoli, 1990. Quand elle n'est pas accusée d'être un concept barbapapa du fait de son manque de précision. Kaufmann, 2004. Elle est suspectée d'être une notion purement idéologique, voire policière, dont les contrôles d'identité et les références à une identité nationale seraient les illustrations. Ces représentations font d'ailleurs étrangement écho à ce que Jean-Paul Sartre baptisait une sociologie de flic, pour ne pas tomber dans les enfermements d'une sociologie du gang. Desroches, 1990, page 103. Elle véhicule également certains relents d'un identitarisme, invitant au repli sur le soi et ses appartenances, ainsi qu'à une forme idéologique de nostalgie d'un passé à retrouver dans sa pureté originelle. C'est pourtant du côté de la sociologie du travail, ou encore celle du couple et de la famille, que le concept d'identité a suscité un vif engouement, dès les années 1970, en se révélant être à la fois objet de recherche et outil d'analyse. S'il revient à Renaud Saint-Saulieu d'avoir signalé la manière dont notre quête de reconnaissance pouvait participer du renouvellement de l'identité en situation de travail, Saint-Saulieu, 2001, nous devons à Claude Dubard d'avoir su magistralement démontrer comment cette dernière était travaillée, de façon continue, au cours des différentes phases de socialisation familiale, scolaire et professionnelle. Dubard, 2006. Sur le plan relationnel, nous avons affaire à une dynamique transactionnelle et interactive. L'identité de l'individu se construit dans le rapport au monde et à autrui. Cela à travers les images qui sont renvoyées par le regard d'autrui. Si les rôles et statuts sociaux qui lui sont attribués peuvent être acceptés ou refusés, il n'en reste pas moins vecteur d'identification et stratégie de changement. Pour toutes ces raisons, l'identité demeure un processus dynamique dont l'image de soi est l'expression extérieure qui ne se réduit pas à la fonction d'adaptation aux autres et aux conditions extérieures. Malevska-Père, 2013, page 141. Elle fait par ailleurs écho à cette force de la reliance, Causé et Ferréol, 2013, présente et agissante dans une socialisation professionnelle. S'inscrivant dans cette dynamique de la double transaction chère à Claude Dubard, les identités professionnelles permettent à chaque acteur d'avoir une histoire qui lui soit propre et de ne pas se définir uniquement en fonction de ses partenaires actuels, de ses interactions face à face, dans un champ déterminé de pratique. Dubard, 2005, page 11. Toute forme identitaire articulant les deux significations des termes de socialisation et d'identité, la socialisation relationnelle des acteurs en interaction dans un contexte d'action, les identités pour autrui, et la socialisation biographique des acteurs engagés dans une trajectoire sociale, les identités pour soi, ibidem. L'identité se fait ainsi l'émanation d'une logique d'action de nature réflexive. C'est un processus de construction et de reconstruction tout au long de la vie, et non une substance stable dont la sortie de l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte marqueraient le point d'achèvement. La notion de crise d'identité, en lien avec l'accélération contemporaine du temps, s'inscrit dans cette perspective dynamique. On pourrait dire qu'on n'en a jamais fini avec la dynamique de l'identité, sauf peut-être lorsqu'on est mort. La formation continuée tout au long de la vie, y compris comme changement de métier ou stratégie de reconversion, en témoigne. La validation des acquis s'inscrit dans ce mouvement global, par lequel l'identité professionnelle du candidat se construit par paliers. Cette dernière apparaît multidimensionnelle, en exigeant d'opérer des choix tissés de multiples composantes et référents identitaires. Dans le champ de l'activité de travail, l'identité professionnelle est tramée des multiples expériences vécues tout au long du parcours concerné. Pour Ana Vasquez, ce parcours se donne d'abord comme une diversité. Le regard d'autrui, institutionnalisé et véhiculé à travers les structures sociales, assigne à l'acteur des identités diverses selon plusieurs facteurs, dont notamment l'âge, le sexe, le milieu d'origine et l'activité qu'il développe. Cependant, les facteurs et les critères qui influent sur ces assignations ne sont pas figés mais dynamiques, ils sont constamment en train de se modifier. Vasquez, 2013, page 144. Le processus de construction identitaire n'est-il pas, en définitive, cette mise en une tension vers la structuration et la définition d'une relative unité et cohérence de ce qui paraissait d'abord sans lien? Enfin et malgré le poids des déterminismes qui s'exercent, parfois même à partir de ces déterminismes,
L'individu, mais il serait plus juste de dire le sujet, développe des stratégies identitaires par lesquelles il manifeste une relative capacité d'action et de choix sur les groupes d'appartenance et de référence qui le définissent. Plus précisément, l'identité est traversée par la tension dialectique entre même accent aigu et altérité singulière. Certes, l'identité et les identifications inscrivent le sujet dans un rapport de partage, de similitude qui étymologiquement est centré sur le même, sur la même accent aigu pour parler comme Ricoeur et en même temps est fondamentalement une relation à l'autre, à l'altérité. Dit autrement, au lieu d'être une entité fixe, l'identité procède d'une série d'interactions. Le regard de l'autre me dit, ou semble m'indiquer, ce que je suis. Plus encore, il est apte ou non à me donner le sentiment d'être reconnu à ma juste valeur et comme le détenteur d'un désir propre. Saint-Saulieu, 1977. Or, c'est bien cette quête de reconnaissance que nous trouvons à l'œuvre dans une démarche visant à obtenir une VAE. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.